Bienvenue dans ce nouvel épisode de Makerside, le podcast qui traite de la passion economy et des créateurs de side projects. Chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes qui mènent une double vie. Ils sont freelance ou salariés le jour et créateurs de projets la nuit. Je m'appelle Amine Boissoun et je suis le cofondateur de 10 000 heures, un studio de création pédagogique. Aujourd'hui, je reçois Hugo Benz, cofondateur de 4 boîtes, dont Kimono, la startup qui habille sûrement ta startup préférée. Il y a quelques mois, Hugo a eu une idée folle, lancer le Trivial Pursuit version foot, classico. Comment créer un jeu de société en un mois? Comment est-ce qu'il prépare la campagne de crowdfunding pour lancer le produit? C'est entre autres les sujets que nous aborderons dans ce nouvel épisode de Makerside. Salut Hugo, ça va? Salut Amine. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très content de t'avoir ici, notamment pour parler d'un nouveau sujet qui est la création d'un jeu de société. Bah écoute, merci à toi en tout cas de m'inviter. C'est vrai que je suis pas très habitué à l'exercice et donc j'espère que le contenu sera intéressant pour tes auditeurs. Franchement, j'en doute pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'imaginer que j'ai moi aussi envie de lancer un jeu de société et pourquoi pas une campagne de financement. Et en gros, l'idée, c'est que tu seras mon mentor pendant cette heure et je vais te poser plein de questions pour comprendre ce que tu as fait et en savoir plus. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Allons-y. Super. Alors, première question avant de commencer. Pour toi, quelle est ta définition d'un side project ? Pour moi, la définition d'un side project, alors déjà, c'est quelque chose qui va nous plaire, c'est quelque chose qui va prendre peu de temps et qui peut apporter des revenus mensuels réguliers sans que ça ne fasse trop d'ombre à nos projets principaux, quoi, grosso modo. Trop bien. Bah, écoute, plutôt d'accord avec cette définition, même s'il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Je pense que chacun va apporter des nuances en fonction de ses envies, de son moment aussi, parce que on évolue à chaque fois, que ce soit professionnellement ou personnellement. Je t'ai introduit un peu rapidement, mais est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, complètement. Donc du coup, je m'appelle Hugo, j'ai 33 ans. J'ai la chance d'habiter à Bordeaux avec ma femme et ma petite fille qui s'appelle Juliette qui a 5 ans et j'entreprends maintenant depuis une dizaine d'années. Ok. Bon, et du coup, au niveau de mes projets, donc t'as parlé de Kimono, mais il y a également Capsule. Donc du coup, moi, j'ai un ADN très textile et marquage textile en France. Et du coup, en fait, c'est par rapport à cette expertise dans laquelle que je suis tombé juste à la fin de mes études, que du coup, j'ai monté plusieurs projets autour de ce métier-là. Ouais, c'est vrai, parce que quand on dit que t'as 4 boîtes, ce qui est cool ou marrant ou je sais pas, mais en tout cas c'est le fait que c'est des verticales un peu différentes, mais c'est dans le même domaine parce que c'est ton expertise justement. Et c'est complètement ça en fait, c'est par cette expertise que du coup j'ai pu saisir plusieurs opportunités sur plusieurs segments pour monter du coup des projets et des sociétés avec des associés différents sur toutes ces thématiques. Pour comprendre un peu ton profil et tes compétences par rapport à ton side project qu'on va aborder, c'est quoi ton rôle justement dans la création de ces boîtes-là, ou c'est quoi ton rôle aussi aujourd'hui? C'est vrai que c'est intéressant de se poser la question. C'est vrai que moi, par rapport à mon profil et du coup qui à chaque fois se ressent dans le rôle que je porte dans les projets, c'est que moi là où je suis bon, c'est sur la feuille blanche. C'est le projet n'existe pas, il faut le monter, il faut aller vite, il faut exécuter, il faut trouver ses premiers clients et c'est là on va dire que je suis pas mauvais et c'est pour ça aussi que je m'associe avec des gens qui m'apportent aussi d'autres compétences, principalement dans la gestion, dans le management, des choses que j'apprends, que j'essaye de m'améliorer tous les jours, mais moi c'est vrai que mon profil c'est plus un vrai profil d'entrepreneur et de créateur, quoi. Ok. Fin 2020, tu as une idée, comme on peut tous en avoir, et j'imagine que tu en as eu d'autres, mais dans quel état d'esprit t'es à ce moment-là par rapport à cette idée?
Bah, c'est vrai que du coup, moi, comme je pense comme beaucoup, j'ai une petite note sur mon téléphone où je note mes idées de business, du coup qu'on peut souvent avoir la nuit en plein apéro et souvent qui ne voit jamais le jour. Mais c'est vrai que là, on arrive à une période où des beaux projets comme Kimono ou Capsule, qui sont du coup en croissance depuis le début, qui sont de mieux en mieux structurés, qui sont même très bien structurés. Là, en fait, là où ça a fait la différence, c'est que du coup, j'ai senti que c'était le moment où je pouvais me dégager du temps pour faire autre chose, et tout en fait en structurant mes semaines et en améliorant ma productivité sur tout ce que je devais faire, quoi. Et ce qui fait que maintenant, j'arrive en fait à dégager du temps pour ce side project. Encore une fois, comme je disais au début, sans porter préjudice aux autres projets. Et dans un post LinkedIn, tu disais que tu étais à ce moment-là en semi-burnout, justement. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé à cette situation? Ce qui fait, c'est surtout l'année 2020 qu'on a un peu tous vécu, en fait, qui a été à la fois compliqué et magnifique à la fois, puisque c'est quand c'est en pleine crise, quand on est dos au mur, où on n'a pas le choix, où on est obligé de cravacher et du coup donc de beaucoup travailler pour déjà d'une sauver sa boîte et puis en fait après de deux continuer à faire de la croissance, qui a été notre cas et on estime qu'on a beaucoup de chance là-dessus, mais c'est aussi parce qu'on a bien travaillé, on a su être agile et résilient à ce moment-là. Mais c'est vrai que du coup, j'ai fini l'année complètement sur les rotules. Et c'est là où, tu vois, vacances de Noël, t'as pas pris de vacances depuis l'été. Et c'est là en fait que tu te recentres un peu sur toi, que tu te poses les bonnes questions, que t'as tes fameuses bonnes résolutions de l'année, souvent qui ne fonctionnent pas. Et là, j'ai dit cette année, ça a fonctionné. Et tu te reconnaissais pas forcément dans ton rythme, tu avais évolué dans ta vie. Parce que ça faisait déjà 6 ans, je crois, que t'en reprenais. T'avais envie de changement, de changer quelque chose? En fait, ce que j'avais envie de changer, en fait, c'était surtout en fait par rapport à mon organisation, parce que je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup travaillé, mais j'ai envie de dire comme tous les entrepreneurs, hein, je suis pas différent à ce niveau-là. Mais en fait, j'ai vraiment pris le pli sur le fait qu'il fallait que je travaille mieux et pas forcément plus. Et c'est vrai que c'est une question que je me pose depuis 2, 3, 4 ans. Mais là, il y a vraiment eu le déclic à ce moment-là. Et comme je disais, je me sens bien mieux dans mes pompes là depuis 3 ou 4 mois là-dessus. Parce qu'en fait, les sociétés continuent à très bien marcher. Mes performances sont les mêmes. Mais j'ai l'impression de pouvoir et de savoir faire beaucoup, beaucoup plus de choses, quoi. Ouais, et c'est à ce moment-là que, comme tu le dis, t'enchaînes le mode slow life. Où justement tu vas prendre du temps pour toi, tu vas mieux t'organiser, tu vas mettre en place des organisations. Je crois qu'il y a une organisation que tu as mis en place et qui change un petit peu, c'est ce que tu appelles l'organisation par bloc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? L'organisation faite par bloc, encore une fois, hein, pareil, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Je me suis inspiré de nombreuses lectures et podcasts que j'ai écoutés sur le sujet. Et en fait, cette organisation, en fait, elle vient déjà de ses objectifs. En fait, chose que peu de gens font, enfin que tout le monde ne fait pas ou ne fait pas très bien. C'est à un moment donné, c'est juste de prendre une journée de recul et de dire, mais en fait, c'est quoi mes objectifs, mes grands objectifs, et après de définir des sous-objectifs. Et en fait, après, de déterminer du temps pour chacun de ces objectifs, que ce soit des objectifs par mois ou par trimestre. Et c'est vrai, quand on fait cet exercice, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin de 70 à 80 heures pour le faire. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, on le dispatche dans sa semaine. Et du coup, on s'aperçoit qu'il y a des trous. Et c'est des trous qui peuvent permettre de faire, de traiter ses mails, de faire du benchmark, de faire de la veille, ou tout simplement d'aller faire un foot avec ses potes ou de faire plein de choses, quoi, grosso modo. Ouais, donc du coup tu sais souvent être entrepreneur ça prend énormément de temps et du coup toi tu te dis je vais essayer de mieux m'organiser pour pouvoir me laisser du temps pour faire autre chose et toi t'as l'habitude, t'as déjà entrepris plusieurs boîtes, t'as de l'expérience là-dedans avec ce nouveau projet qui est ton side project, est-ce que tu ressens la même chose que lorsque tu as lancé, par exemple, ta 4e boîte, ou est-ce que pour toi, c'est une nouvelle forme d'entrepreneuriat? C'est une très bonne question parce que c'est clairement une autre forme d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que dans ce projet, j'ai presque envie de te dire que la partie plaisir
prend vraiment le pas sur la partie reward, quoi, vraiment rémunération, bénéfice anticipé ou quoi. C'est vraiment le plaisir qui prend vraiment le pas là-dessus, quoi. Ouais, Qui est vraiment donc, la priorité sur ce projet, quoi. c'est ça, c'est tu te fais plaisir. T'as pas été en mode je vais trouver une idée de business. Non, c'est Pas du tout. je prends un peu de temps pour moi et j'essaie de voir quel projet pourrait avoir du sens et me permettre de m'épanouir aussi. Ouais, complètement. C'était un projet qui avait trois qualités, qui étaient déjà, qui reprenait deux de mes passions, qui sont le foot et l'entrepreneuriat, plus le jeu que j'aime beaucoup, et aussi un projet que je démarrais, que je faisais tout seul, chose que je n'avais jamais faite. Et c'est ça Ouais. que c'est aussi sympa. Et c'est vrai que toi t'as cofondé Kimono avec un peu l'esprit de The Family aussi sur lequel on a été beaucoup bercé avec plein de vidéos et plein de thématiques, notamment la thématique sur les cofondateurs. Et là c'est vrai que ça, en ce moment, on essaye de faire des choses qui sont un peu différentes de ce qu'on a entendu toutes ces années sur l'entrepreneuriat et notamment le fait de se lancer tout seul. Est-ce que pour toi, ça a été, tu t'es posé la question ou pas sur ce sujet-là? Est-ce que tu cherchais, tu t'es dit peut-être il me faudrait quelqu'un ou pas? Oui, du coup j'ai commencé tout seul, et tu vois là maintenant je suis en train de m'associer avec du coup un mec que je connais depuis une dizaine d'années et qui est dans le jeu de société, qui est dans la production et la distribution de jeux de société. Et c'est vrai que quand même ça m'a fait très plaisir de démarrer et de poser toutes les bases du projet tout seul. Mais bon, au bout d'un moment, moi je fais partie quand même de l'école c'est mieux de le faire à deux ou à trois, quoi. Ok, donc ça revient, ça reprend le pas un peu Exactement, sur ouais. tout ce qu'on a dit, mais effectivement, à un moment donné, quand ça commence à grossir, quand on a besoin de compétences complémentaires, c'est Exactement. peut-être parfois la meilleure solution. Quand tu lances ce projet, tu es aussi dans un autre état d'esprit par rapport, on parlait de revenus tout à l'heure, on parlait de business annexe. C'est un peu aussi ton objectif quand tu m'as donné ta définition du side project, tu m'as parlé de revenus complémentaires. C'est aussi un moyen de diversifier ses revenus. Mais complètement. C'est vrai que déjà en fait la première des choses, c'est que si le projet ne rapporte pas d'argent, j'ai envie de dire le contrat il est pas rempli, parce que je te parlais du plaisir, mais si on lance un projet qui n'est pas rentable, le plaisir il est un peu estompé, puisque en fait on n'a pas réussi son pari, puisque le but à la fin c'est quand même de gagner de l'argent. C'est comme on rentre sur un terrain de foot. Alors certes on est content, on a joué, mais si à la fin on a perdu, on n'est pas content. C'est un peu la même idée. Donc ensuite, voilà, il faut dans tous les cas que ça marche, que ce soit rentable, que ça rapporte de l'argent. Et en effet, si à la fin je peux y gagner personnellement là-dessus, avec un ROI certain, c'est-à-dire avec un temps accordé qui est limité, on peut dire que le pari sera gagné. Quand tu t'es lancé sur ce projet-là, j'imagine, tu regardais un peu les différentes idées que tu as notées sur ton téléphone. Est-ce que le fait justement que ce soit des projets qui peut-être vont demander du temps au début, mais qui vont faire du revenu de manière un peu passive, ça a été un choix? Je pense notamment aux boîtes que tu as en ce moment. Les boîtes que tu as, si vous faites rien, il se passe rien. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps aller Exactement. chercher du revenu, de nouveaux clients. Est-ce que le fait d'avoir un revenu passif, entre guillemets, même si c'est jamais le cas, ça a été un critère? Ça a été un critère, ça a été un critère important, parce que j'avais conscience que du coup il fallait, je m'étais donné 6 mois grosso modo, 6 mois où je travaillais à fond sur le projet, sur le temps que je m'étais accordé dans mes blocs. Donc tu vois le temps je peux le partager, c'est environ 5 heures par semaine, c'est-à-dire c'est 1 heure tous les soirs où je ne fais que ça. Donc en fait c'est un peu du temps qui était pris sur du temps perso, sur du temps par exemple de séries ou de films. Alors c'est sûr que là, depuis le début de l'année, j'ai regardé un peu moins de séries et de films qu'à l'accoutumée, mais du coup, c'était un choix. Mais par contre, du coup, l'idée, c'est que quand le jeu sera lancé, quand le jeu commencera à être distribué, donc c'est pour ça aussi que je m'associe avec quelqu'un et que du coup, je partage les bénéfices, enfin que je vais partager les bénéfices avec cette personne. C'est aussi un choix de dire, je vais gagner moins, mais je vais passer moins de temps puisque cette personne ira plus vite et sera meilleure que moi sur cet aspect-là, quoi. C'est un mouvement qu'on retrouve aussi beaucoup avec les développeurs. Tu sais, ce mouvement de... En fait, beaucoup se lancent en mode solopreneur. Je vais développer pendant 1 mois, 2 mois un produit.
et faire en sorte qu'il soit disponible et que après finalement ça rapporte de l'argent avec des abonnements, tu sais, le système de SaaS, et de faire en sorte qu'on ait pas beaucoup de temps de développement ou de maintenance. Et c'est aussi un système qu'on appelle les micro-SaaS. Je sais pas si tu en as entendu parler. C'est vraiment des outils très spécifiques qui font, entre guillemets, une seule fonctionnalité, qui vont toucher une niche bien précise pour aller faire ce revenu. Et du coup, on est un peu là-dedans, en fait, finalement. Exactement. Ouais. Et c'est grave cool de voir qu'en fait, on peut répliquer ce système-là dans plein de sujets différents. Et du coup, ton idée, c'est de faire le Trivial Pursuit version jeu vidéo. C'est quoi la première... Jeu de société? Pardon, dis-moi. Ouais, vas-y. ouais, non, plutôt jeu de société, pas jeu vidéo, ouais. Oh, pardon, excuse-moi. T'inquiète. Donc, le Trivial Pursuit version jeu de société pour le foot. C'est quoi la première étape? La première étape, c'est déjà de façon de créer le contenu, hein, même avant de penser à la marque, au branding, aux réseaux sociaux, à trouver un producteur, à trouver un distributeur ou autre. C'était déjà de créer le contenu. Et déjà pour créer le contenu, je voulais que ça soit un jeu, voilà, qui soit très différent de ce qu'on pouvait trouver sur le marché, où tu trouves beaucoup de jeux d'apéro à base de 300, 400, 500, 800 questions. Donc moi, tout de suite, j'ai pris le même modèle que le Trial Pursuit, où il y a 2400 questions, et je me suis directement mis un objectif. Et il faut que d'ici un mois et demi, j'ai écrit 2400 questions. Et donc en fait, ça a démarré ça. J'ai ouvert un Google Sheet, j'ai commencé à écrire des idées de thématiques. Et ensuite, au début, j'ai fait de tête avec mes connaissances perso. J'ai écrit toutes les questions qui me passaient par la tête. Et ensuite, là, je me suis mis à faire plus de recherches. Et ça, plus ça allait, plus les questions me prenaient du temps. C'est-à-dire que parfois, je pouvais passer 10 minutes sur une seule question parce que je voulais vérifier les réponses. Parce que du coup, ma grande hantise, c'est de me tromper sur certaines questions ou de ne pas être assez complet. Donc, je voulais vraiment que ce soit un jeu pour les puristes, pour les vrais connaisseurs, les vrais passionnés. Donc du coup, si eux passent le pas de payer le jeu, je veux qu'ils en aient pour leur argent et que du coup le jeu il soit parfait, quoi. D'accord. Donc, et du coup, ça te prend beaucoup de temps parce que toi, je crois que les questions, tu les as fait en un mois. Tu as fait 2500 questions en un mois, c'est ça? Ouais, grosso modo, un mois et demi, ouais, c'est ça. D'accord. Donc, tu as les questions, c'est première étape, c'est prêt, on va dire. Ensuite, c'est quoi ta deuxième étape? La deuxième étape, du coup, c'est de commencer à penser au jeu en lui-même, à son nom, à son branding. Donc déjà, c'est trouver un nom. Ensuite, de créer le logo. Ensuite, de faire créer la charte graphique du jeu, que ça soit des cartes, que ça soit de la boîte, que ça soit du coup de l'animation des réseaux sociaux, tous les templates de posts que je peux avoir. Et ensuite, c'était l'étape du coup producteur. Donc trouver un producteur de jeux de société, et savoir que c'était pas aussi simple que ça, parce que pendant le premier confinement, beaucoup de gens ne travaillaient pas. Et le jeu de société, c'est quelque chose qui est très très populaire en France, hein, surtout depuis quelques années. Et en fait, beaucoup de créateurs sont apparus. Et en fait, du coup, le peu de producteurs de jeux de société en France qui existent aujourd'hui croulent sous les commandes. Ok, tu vois, ça c'est quelque chose que tu sais pas tant que tu commences pas à creuser sur le sujet. Clairement. Et alors justement, est-ce qu'il y a des éléments que tu as délégués? Tu parlais de créer le design, d'animer les réseaux sociaux. T'as pris des prestataires pour t'aider dans cette aventure? Alors seulement pour la création du logo et de la charte graphique, mais c'est vrai que même pour l'instant les réseaux sociaux c'est moi qui les gère, donc ça pour le coup c'était quelque chose de tout nouveau pour moi. Je vais même te dire, c'était même la première fois de ma vie que je faisais une story sur Instagram. Je savais même pas comment on faisait, je m'étais jamais intéressé à la question, donc c'est vrai que du coup, ce qui est intéressant avec avec cette création de ce side project, c'est que du coup, déjà pour la première fois de ma vie, je ne vendais pas de t-shirts, donc me suis arrivé sur un marché avec un produit, avec des fournisseurs, des producteurs totalement différents, où je devais vraiment tout apprendre. J'arrive sur un milieu qui est le milieu du foot, le milieu professionnel, on va dire, que je ne connaissais pas. Donc, je me mets à parler du coup avec beaucoup de gens, avec des journalistes, avec des propriétaires de médias ou de pages Insta dédiées au foot. Et c'est vrai que du coup, c'est ça aussi qui est intéressant, parce que je sors clairement de ma zone de confort, quoi. Ouais. Et du coup, tu rentres dans cet univers-là, et je crois qu'à un moment donné, enfin, il y a deux sujets. Déjà, il y a
le fabricant, donc la personne qui va imprimer le jeu de société et te livrer un peu tout ça. Mais avant, je crois que tu as trouvé aussi un partenaire qui est SoFoot. Exactement, et du coup, que pareil, que j'ai contacté, parce que ça, pour le coup, c'est quelque chose que je sais bien faire, c'est trouver les bons contacts et rentrer en contact avec eux. C'est un média, Euh, SoFoot, c'est ça? Exactement, ouais, un média qui Ok. appartient à Sopress, qui est un peu la référence média foot vraiment connaisseur, quoi. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir aller les faire jouer dans leur bureau, où j'ai fait jouer une dizaine de personnes chez eux. Et du coup, bah, on est encore en train de discuter sur des modalités, mais du coup, ouais, c'était plutôt cool. Ouais. Ça prend quelle forme ce type de partenariat? C'est genre leur logo sur la boîte? C'est un sponsor? Oui, c'est ça en fait. On est en train de réfléchir en fait un peu au modèle. Est-ce que c'est un modèle de licensing, de sponsoring, de partenaire média? C'est un peu toutes ces options qu'on est encore en train d'étudier avec eux. Ouais. D'accord. Et donc c'était important pour toi aussi d'avoir ce type de partenaire pour la crédibilité, pour le financement aussi peut-être? Ah, c'est vraiment pour la crédibilité et puis pour le fait d'avoir un partenaire média solide. Et Ok. de se dire, voilà, pour la crédibilité, de se dire qu'on est validé par SoFoot, c'est une belle référence. Ouais. Ok. Et justement, tu parlais des producteurs. Enfin, ces producteurs, c'est le fabricant, c'est ça? Exactement, oui. Celui Ouais. qui va fabriquer la boîte, les cartes, la notice, les dés, tout ça. Et du coup, tu me disais qu'ils croulaient sous les demandes parce que tout le monde un peu s'est lancé sur ce sujet-là. Exactement. Toi, tu trouves un fabricant français qui accepte de t'accompagner. Comment ça se passe? Faut le convaincre. Bah ouais, en fait là on est limite dans un mode où il faut les convaincre en fait parce qu'en fait ils ont tellement de demandes qu'il faut que ta demande leur paraisse intéressante, il faut qu'ils croient dans le projet, qu'ils le trouvent assez ambitieux. Bah après ça passe aussi par la première quantité qu'on va faire produire. Hein. Il y a des quantités minimum à respecter et du coup voilà il faut trouver le bon curseur pour que le projet soit accepté par le fabricant, pour que le prix de revient soit acceptable, pour que le prix final soit le plus bas possible pour le client final. T'en avais rencontré plusieurs ou pas? J'en ai rencontré trois et j'en ai choisi Ok. un. Ok. Et du coup, c'est là que tu négocies et tu choisis un premier nombre de jeux que tu commandes? Ouais, c'est exactement ça. Bon après de toute façon j'avais en tête de dire que si on le faisait, on le faisait pas à moitié. Donc au début je voulais commander 1000 jeux et puis tu vois j'en ai même commandé 2000 directement. Ok. Ah oui. Comme Moi, ça on j'étais se laisse resté pas de sur ton. choix. Voilà. J'étais resté sur ton post LinkedIn où effectivement t'as dit j'en ai commandé 1000, mais entre-temps t'en as rajouté. Ouais, Euh, exactement. Est-ce que justement le fait que t'aies publié sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, que tu t'es créé des comptes Instagram, ça t'a permis aussi de tester un peu le marché, de prendre la température et est-ce que ça t'a permis de changer un peu Ah certains mais éléments? Ah mais clairement en fait du coup ça permettait de en fait encore une fois de tester le concept qu'on me dise c'est trop bien ou c'est de la merde ou moi j'étais fixé et c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait un super enthousiasme même de mes deuxième et troisième cercles parce que c'est vrai qu'au début bien sûr on en parle au premier cercle. On sait jamais s'ils te disent que c'est bien parce qu'ils sont polis ou parce que c'est tes potes ou parce que c'est ta famille. Et du coup, j'ai vu une super traction autour du projet. Et tu vois, j'ai même créé une dizaine de groupes sur WhatsApp avec 10 groupes différents que j'ai fait jouer pendant un mois pour leur faire tester les questions, voire aussi en fait tester le niveau de difficulté ou de facilité. Parce que bon, l'idée c'est que ça plaise quand même à tout le monde hein, et pas seulement aux puristes. Hein. L'idée c'est que si on aime le foot, on sache répondre à pas mal de questions. Et c'était voilà pour aussi tester qu'on était un peu sur le même niveau, on va dire, de difficulté que par exemple le Trivial Poursuite. Ou bah, tu vois, moi personnellement, au Trivial Poursuite, je pense que si je dois répondre à une question sur trois, et du coup quand tu réponds bien, bah t'es hyper content parce que du coup tu te sens vachement valorisé parce que les questions elles sont pas si simples que ça quoi. Et c'était un T'as peu l'idée modifié, quoi. ouais, et t'as modifié des questions depuis tes premières questions que t'as faites? Quotidiennement. Ok. Donc ça Je c'est quelque chose à continue prendre en encore, ouais. compte. Je continue encore à modifier tant que la production n'a pas encore totalement commencé. Je continue à améliorer les questions, mais que ce soit des tournures de phrases ou des petits détails ou d'en enlever, d'en rajouter. C'est encore en totale évolution. L'idée c'est que ça va. Je me suis fixé là jusqu'à la fin du mois pour avoir vraiment les 2400 questions définitives quoi.
D'accord. Et pour le lancement, tu as fait un choix, c'est de se dire, je vais faire une campagne de financement participatif, donc du crowdfunding. Ouais. Pourquoi tu as fait ce choix-là? J'ai fait le choix parce que du coup, bah, pour moi, c'est la solution la plus simple puisque du coup, là, il n'y a pas besoin de créer de plateforme. Euh, en fait, j'ai tendance aussi à dire que si à un moment donné tu fais ton projet, que ce soit sur Ulule ou KissKissBankBank, au début, bien sûr, c'est ton premier cercle qui vient acheter le jeu, peut-être parce qu'ils aiment, mais aussi beaucoup parce qu'ils sont solidaires avec ton lancement. Le fait aussi d'avoir en fait d'être sur une marketplace, enfin, une plateforme comme ça qui a pignon sur rue, c'est quand même, je pense aussi c'est rassurant pour les troisième, quatrième cercles et même les gens qui ne te connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui vont voir que la campagne est déjà bien avancée, qu'elle est sur Ulule ou KissKissBankBank, tout de suite aussi ça donne confiance, j'ai tendance à dire. Et l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, c'est un moyen de faire de la précommande? Ah mais clairement, alors c'est un moyen de faire de la précommande, oui et non, puisque dans tous les cas, la production, on la lance, quoi qu'il arrive. Donc j'ai envie de te dire, si on vend plus de 2000 jeux en précommande, ce serait magnifique, mais a priori, ce sera moins, je pense. Et donc du coup, en fait, on va dire, plutôt les premières commandes, en fait. C'est un moyen de faire, on va dire, un lancement, quoi. D'accord. D'officialiser le lancement, quoi. Et du coup, comment tu fais? Parce que je crois que sur ces plateformes-là, il faut atteindre un certain seuil minimum pour pouvoir récupérer l'argent. Exactement. Est-ce que tu te fixes Comment tu détermines le palier que tu vas fixer? Ça, c'est une très bonne question parce que ça, c'est une question qu'on n'a pas encore arrêtée. Mais oui, en fait, on essaiera de mettre le curseur au bon endroit, c'est d'avoir quand même un objectif assez ambitieux, mais qui reste faisable, en fait, pour que la campagne aille à son terme. D'accord. Et du coup, est-ce que on en avait discuté, je crois, rapidement, mais est-ce que t'as fait le choix justement entre les plateformes ou pas encore? Il est fait à 90%, mais ce D'accord. sera soit Ulule, soit KissKissBankBank, quoi, grosso modo. Ok. Parce que justement, en fait, ce qu'il faut savoir pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être n'ont jamais lancé de projet, euh, on crée un dossier et c'est pas tous les projets qui sont éligibles et qui vont pouvoir passer sur la plateforme. C'est bien ça. Oui, alors après en fait tu passes en effet une étape, on va dire un peu de filtrage de leur côté. Mais bon, je ne suis pas au courant que si certains projets n'ont pas été acceptés. En fait, je pense qu'à partir du moment où c'est un projet qui respecte la loi et qui on va dire qui peut être sur la plateforme, je pense qu'ils acceptent tous les projets. D'accord. Et justement, toi, t'as eu des contacts avec les différentes plateformes. Elles sont venues vers toi. Tu les as contactées? Alors en fait au départ je voulais être seulement, enfin j'avais en tête d'être sur Ulule, donc du coup je les ai contactés, ils m'ont coaché là-dessus, j'ai même commencé à préparer le dossier et en fait après mon post sur LinkedIn j'ai été également contacté par KissKissBankBank et même par Kickstarter et du coup c'est ce qui fait que on va dire les cartes ont été redistribuées et c'est pour ça que le choix il n'est pas encore là totalement arrêté puisqu'on compte lancer finalement on voulait lancer avant la fin avril mais finalement on va plutôt lancer début mai, pour que pendant la campagne, on soit encore un peu dans l'effervescence de l'avant euro et même du début de l'euro. On pense que ce sera plus pertinent, quoi. Ouais, mais du coup, tu vois, le fait que t'aies différents contacts, ça prouve que le projet est intéressant, qu'il donne envie. Forcément, ça fait plaisir. Grave, grave. Mais du coup, je me dis, peut-être il y a, il y a une recette, tu vois, pas forcément une recette qu'on va arriver à expliquer, mais de se dire qu'il y a certains éléments qui font que certains projets se prêtent plus au financement participatif que d'autres. Clairement. Alors, tu parles de recettes. Du coup, je ne l'ai pas. On va tester, on va goûter. Mais en effet, c'est sûr qu'il y a il y a sûrement une recette magique. Et d'ailleurs, ces plateformes-là même te proposent maintenant même des séances de coaching ou de formation pour réussir au mieux ta campagne. Et c'est quoi, comment est-ce qu'on se prépare à une campagne de financement? Qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour avant de se lancer justement? Toi, tu te lances dans quelques semaines.
T'en es où? Exactement. Bah, du coup, en fait, pour se lancer, en fait, déjà, je pense qu'il y a pas 36, pas 36 choses à faire, hein. C'est que déjà, il faut vraiment commencer très tôt à en parler à son entourage proche et encore une fois, même à ses seconds cercles, pour que quand la campagne, en fait, va arriver, tout le monde soit au courant, tout le monde ait déjà bien compris et qu'en fait, voilà, cette phase de compréhension de ton produit, de ton projet, de ce dont tu as besoin, tu n'as pas besoin de le refaire, en fait. Le jour où tu lances, tout le monde est au courant, tout le monde était préparé. C'est-à-dire que moi, il va y avoir une semaine avant, il va y avoir un véritable compte à rebours où j'ai une centaine de personnes qui t'attendront que ça. Parce qu'en fait, pour qu'une campagne de crowdfunding fonctionne, il faut les premiers jours, ils sont hyper importants et c'est là qu'en fait, il faut avoir vraiment bien activé tes premiers cercles, quoi. Ça me fait penser à Product Hunt. Je sais pas si tu connais Ouais, ce site. complètement, ouais. Et du coup, bah en fait, je me dis en fait, faudrait appliquer un peu cette méthode-là, de se dire de faire monter un peu la pression, créer une liste de contacts qui seraient prêts à aller voter le jour de ta sortie. C'est Tu ça. penses qu'on pourrait, ouais, c'est ça, on peut reprendre certains éléments? En fait c'est complètement ça parce qu'en fait l'idée c'est que tes premiers acheteurs encore une fois et donc tes amis, ta famille, tes copains, vraiment tes collègues, tout le monde. En fait c'est tes premiers ambassadeurs et que pour que la mayonnaise elle prenne, et ben il faut quand même qu'il y ait une certaine viralité dès le départ pour que les gens qui ne on va dire que tu aurais encore à convaincre ou et qui ne te connaissent pas ou qui ne te connaissent moins, s'ils voient qu'en fait au bout de 3 jours la campagne elle est déjà réussie à 30, 40 ou 50%, c'est un gage de crédibilité et de confiance pour eux, pour dire bon bah ok, je vais également participer parce qu'il y a déjà du monde sur la table quoi. Ok. Et effectivement, c'est la petite stratégie à mettre en place, le plan de com, effectivement, pour C'est ça un communiquer petit tout peu. ça. Exactement. On va rentrer dans le dur, j'ai envie de dire. Combien ça coûte de développer un jeu de société? Alors ça coûte plus cher qu'on ne le pense. Alors en fait tout va dépendre. Tout va dépendre de si t'as un plateau. Tout va dépendre de si tu as besoin de faire 100 cartes, 400 cartes, 500 cartes, 1000 cartes, 2000 cartes. Tout ça mis bout à bout, en fait, tu vas grosso modo avoir un jeu qui va coûter entre 5 et 10 euros hors taxe. Ok. Voilà. Pour un jeu qui est vendu à peu près. Qui va être vendu. Nous, on a décidé de le vendre 25 euros parce que c'est le prix moyen de tous ces jeux type Blanc Manger Coco, Limite, Codename. On va dire que c'est pour moi même 25 euros. Tu vois, même quand nous on vend des t-shirts en ligne, le prix public c'est 25 euros. Pour moi, c'est vraiment le prix psychologique du premier quartile qu'il ne faut pas dépasser, quoi. D'accord. Ok. Bon bah ça déjà au moins on a un peu une idée un peu sur tout ça. Et ensuite d'ailleurs qu'est-ce que tu as prévu pour la distribution? Est-ce que tu as prévu d'être dans des magasins, des Cultura, Fnac ou autres, ou est-ce que tu vas rester exclusivement sur de la vente en ligne par exemple? Non, on va vraiment avoir une distribution multicanale. Donc bien sûr, on va être en ligne avec les marketplaces que tout le monde connaît, qui sont Amazon, Fnac, qui sont les deux principales auxquelles on va dire on peut pas lutter. Il faut y être et il faut y être bien référencé. D'ailleurs, et ça c'est encore un autre boulot que moi personnellement je vais apprendre que je ne connaissais pas, mais qui est hyper important. Et ensuite en physique, ça va être vraiment de la petite boutique de centre-ville qui spécialisée dans le jeu de société à des plus grands distributeurs que sont les centres culturels des grandes enseignes, à la Fnac en physique ou des gros magasins comme Cultura. Ça va faire partie de notre stratégie de distribution en effet. Est-ce que c'est comme de la grande distribution où en gros il y a des centrales d'achat sur lesquelles tu dois aller convaincre, ou c'est chaque Fnac indépendante? Non, non, tu vas convaincre des centrales d'achat et des acheteurs qui sont au siège, ouais, en effet. Ouais, donc gros boulot qui arrive pour toi, Hugo. Exactement. Alors c'est vrai que j'ai de la chance en fait d'avoir déjà pas mal de bons contacts là-dessus par rapport à mon activité sur Capsule, où en fait notre métier c'est de vendre des collections textiles en grandes enseignes. Donc du coup c'est un processus que je connais déjà un peu. D'accord. Et justement, j'allais dire que effectivement, en fait, tout est lié parce qu'en fait, ton aventure entrepreneuriale t'a permis justement d'acquérir certaines compétences que tu réutilises, mais en même temps, ton side project te donne aussi de nouvelles compétences que tu vas pouvoir réutiliser dans ton activité entrepreneuriale.
C'est exactement ça. Et du coup, on peut même se dire qu'après, ça devient en fait une sorte de choix de vie, de way of life, où l'idée c'est de se dire tous les ans, ça serait beau de pouvoir créer un nouveau projet qui apporte de nouvelles compétences et qui du coup viendront nourrir le prochain projet encore et encore. Et un peu, moi, c'est la vision et c'est ma vision d'entrepreneuriat et c'est mon objectif de vie. Ouais. Trop bien. Donc ça veut dire que potentiellement l'année prochaine, quand ce projet sera bien stabilisé, tu pourrais lancer autre chose, peut-être dans un domaine différent. Ben, si on réussit le lancement de Classico et on va dire si ça marche bien et si on va dire tous les feux sont au vert, c'est-à-dire c'est exactement ce que j'avais prévu, c'est-à-dire que ça amène, enfin le jeu marche bien, se distribue, amène des revenus mensuels et le temps que j'ai à y consacrer baisse. Bah, on va dire que le pari sera réussi et ça me donnera confiance pour en créer un autre l'année prochaine, Trop potentiellement. bien. Mec, je suis dans le même état d'esprit que toi, Hugo. Donc je suis très content d'échanger justement sur ces sujets-là. Mais C'est pourquoi vrai pas, ouais. que tu vois, c'est un peu différent. On en parlait tout à l'heure. Tu vois, quand tu as parlé d'entrepreneuriat, pour toi, tu le vois que c'est différent. Et moi, je le vois aussi. Le fait de vouloir monter une boîte, une start-up ou une boîte d'ailleurs classique, et le fait de lancer des side projects, c'est différent. On n'y met pas les mêmes ressources. On n'a pas le même objectif. On fait vraiment les choses différemment et c'est vrai que je commence à me reconnaître un peu dans ce sujet-là. Surtout que c'est plutôt cohérent avec ton profil, Hugo, parce que quand on parlait de tes rôles dans la création de ces sociétés, bah, tu disais que t'aimes bien partir d'une feuille blanche, t'aimes bien créer finalement. Bah, en fait, je pense que c'est là où j'ai le plus de valeur ajoutée et c'est là ouais, où je me sens le mieux, où je me sens le plus performant. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y aurait d'autres conseils ou d'autres sujets qu'on n'aurait pas abordés dans la création du jeu vidéo, du jeu de société, pardon, décidément. Non, parce qu'en fait après en fait encore une fois c'est comme tout en fait une fois qu'on a créé le produit donc du coup son concept son image après ça reste un produit comme les autres hein, qu'il faut distribuer et donc du coup bah t'as deux canaux t'as le web et le physique principalement choisir si tu vas être également B2B ou B2C. C'est vrai qu'on a parlé, on a parlé du B2C en physique et en web, mais c'est vrai que moi, par exemple, je pense qu'il y a un énorme potentiel également sur le B2B. Je pense notamment aux CE peuvent l'offrir à leurs salariés, et je pense qu'il y a également d'autres pistes comme ça qu'il faudrait qu'on essaye d'accélérer très rapidement, quoi. Trop bien. Écoute, on note ça dans un coin de notre tête parce qu'effectivement, ça peut être. Il faut y penser en fait quand on se lance sur ce genre de projet. Par rapport à ta campagne de financement, est-ce que tu as prévu un plan A et un plan B dans le cas où si ça va jusqu'au bout et si ça le fait pas? Alors ça par contre ouais, ça c'est vrai que c'est un peu mon défaut. En général j'ai un plan A mais j'ai pas de plan B. Le plan B je réfléchis si j'ai loupé le plan A. Donc, pour l'instant en fait je me dis pas une seule seconde que ça va pas marcher en fait. Ok. Je suis quelqu'un de plutôt positif et optimiste et je me dis que ça va marcher. Ouais. Ok, cool. Bon, plutôt un bon état d'esprit alors. On va essayer ouais. Et du coup, c'est quoi la suite pour toi? Donc là, tu as une date déjà prévue, à peu près une période? Ok, donc 15 mai, aux alentours, on pourra retrouver un peu Classico sur une plateforme de financement participatif où on pourra précommander le jeu avec une date de livraison en tête. Alors une date de la date de livraison elle devrait être assez quand même ça C'est va. courte. Non, justement, c'est pas si court que ça. C'est un truc. Je me suis rendu compte quand j'ai commencé à parler avec l'ensemble des producteurs, c'est que les délais sont hyper longs et on est au moins sur 3 à 4 mois bien tassés quoi. Ok, Donc on va ok, plutôt être sur une livraison à fin de l'été quoi. ok. Bah écoute Hugo, là j'ai l'impression que j'ai toutes les informations en main pour pouvoir lancer un jeu de société. Ouais, Est-ce que complètement. tu aurais un dernier conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer? Bah, c'est vrai que en fait ce que tout à l'heure c'est ça que je voulais rebondir et après ça m'est passé sur ce que tu disais tout à l'heure en fait ce qui est intéressant dans un side project c'est qu'en fait encore une fois c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec l'organisation en bloc c'est qu'en fait on se met tout de suite un objectif
et du coup on se met un temps imparti, et du coup c'est un peu ce qu'on appelle, tu sais, le syndrome de Parkinson, hein. Donne 3 semaines à un gamin pour faire son commentaire littéraire, il va prendre 3 semaines, donne-lui un jour, il le fera en un jour. Et ben là c'est pareil, si on se dit que du coup on se met que par exemple que 5 heures dans la semaine pour le faire, et ben en fait on a tendance à aller tout de suite à l'essentiel et à faire seulement ce qui est important et seulement ce qui rapporte. Et ça, du coup, bon, ça reprend aussi un peu la célèbre loi de Pareto des 80-20. Et en fait, ça permet en fait de virer tout ce qui est inutile et du coup d'aller directement à l'essentiel. Et du coup, en fait, on augmente sa performance personnelle et son ROI personnel, puisque du coup, on ne fait que ce qui est utile, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un gros sujet organisation au-delà du produit. Au-delà du type de produit qu'on veut faire, il y a un gros sujet organisation qui en fait s'applique à tous les projets finalement. Mais complètement, en fait, tu vois, moi par exemple, imaginons je serais pas entrepreneur, je viendrais de quitter mon job et je me dis j'ai une idée, je veux faire un jeu de société sur le foot. Bah aujourd'hui en fait, j'y passerai 100% de mon temps. Et donc c'est-à-dire que j'y passerai par exemple 35-40 heures par semaine. Et bah, tu vois, je suis pas certain qu'en ayant passé 40 heures par semaine versus les 5 que je passe aujourd'hui, que j'aurais été 8 fois plus performant. J'aurais peut-être été 1,5 fois plus performant, mais j'aurais passé 8 fois plus de temps. Donc ça montre que quand on s'oblige à passer un temps imparti sur une tâche, sur un objectif, eh ben on est plus performant et on est plus efficace. C'est un peu ça la leçon que j'en retiens. Bah c'est une très belle leçon parce qu'en fait c'est totalement cohérent avec la notion même de side project, de se laisser un peu de temps pour avancer des projets, et peut-être que ça peut même convaincre des gens qui nous écoutent et qui se disent non, moi mon projet il faut que j'arrête mon job, que je me lance à plein temps dessus. Bah écoute, s'il y a au moins une personne qui sera convaincue après ce podcast, on va dire que le pari est gagné. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup Hugo. Où est-ce qu'on peut continuer de suivre ton aventure? Bah là principalement sur Instagram, sur Classico le jeu, et ensuite sur mes réseaux personnels, principalement sur LinkedIn où je donnerai pas mal d'infos sur le lancement. Trop bien. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert ton projet, donc ça marche. Exactement. Pour le coup. Exactement. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Hugo de nous avoir partagé tous ces conseils, de m'avoir éclairé un peu sur ce type de side project que je ne connaissais pas. Je suis sûr que tu vas inspirer énormément de gens avec cet épisode. Donc merci beaucoup et à très vite Hugo. Bon courage pour ton aventure. Merci beaucoup Amine, merci beaucoup encore pour l'invitation. À très bientôt. À très vite. Ciao. Au revoir. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Toutes les informations et les liens évoqués durant notre échange sont disponibles sur le site du podcast. Vous y trouverez également le Samedi Club, la communauté des créateurs de Side Project dans laquelle vous pourrez échanger avec d'autres créateurs, notamment dans notre coworking virtuel du samedi matin. Que vous soyez au stade de la recherche d'idées ou que vous monétisez déjà votre Side Project, rejoignez-nous sur samedi.club.